J'avais tout payé, absolument tout. La salle, le traiteur, le photographe, la robe de mariée, les alliances, les fleurs, le DJ, la pièce montée à 5 étages livrée depuis Lyon. 218 000 €. 218 000 € que j'avais économisés pendant 38 ans d'une vie entière donnée à ce garçon. Et il m'a regardé dans les yeux, debout dans ma propre cuisine, le vendredi soir, 6 semaines avant le mariage, et il m'a dit « Notre famille sera mieux sans toi. S'il te plaît, ne viens pas au mariage. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levée, j'ai posé ma tasse de café sur le comptoir en granit de ma cuisine du 15e arrondissement. J'ai attendu qu'il sorte, j'ai entendu la porte se refermer et j'ai pris mon téléphone. Pas pour l'appeler, pas pour supplier, pour appeler ma banque. Cette nuit-là, j'ai annulé ma carte de crédit professionnelle sur laquelle reposait l'intégralité des acomptes et des paiements différés du mariage de mon fils. Ce qui s'est passé ensuite, tu ne le croiras peut-être pas, mais chaque mot est vrai. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi je souris aujourd'hui en te racontant tout ça. Je m'appelle Françoise Maillard, j'ai 67 ans. Pendant 37 ans, j'ai travaillé comme infirmière de nuit à l'hôpital Lariboisière, dans le 18e arrondissement de Paris. J'ai levé mon fils seul depuis ses 8 ans, quand son père, Jean-Pierre, est mort d'un infarctus un dimanche matin d'octobre, dans notre appartement du 15e. Clément avait 8 ans et demi. Je me souviens du chiffre exact parce que j'ai passé les 3 semaines suivantes à me répéter ce chiffre comme un mantra. 8 ans et demi. Pas assez grand pour comprendre complètement. Trop grand pour ne rien ressentir. J'ai travaillé les nuits, les week-ends, les jours fériés. J'ai accumulé les gardes supplémentaires. J'ai pris le métro à 5 heures du matin pendant 3 décennies en sentant l'odeur froide et métallique des couloirs du réseau souterrain parisien. Ce mélange particulier de diesel, de caoutchouc chaud et de cette poussière qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. J'ai fait tout ça pour que Clément n'ait manque de rien, pour qu'il aille à une bonne école, pour qu'il parte en vacances l'été, même si moi, je ne partais pas, pour qu'il puisse dire un jour qu'il avait eu une enfance normale, malgré tout. Et ça a marché. Clément a eu son bac avec mention bien. Il a fait une prépa à Lyon, puis une école de commerce à Bordeaux. Il a trouvé un poste de cadre dans une société de conseil en management à Paris, dans le 8e arrondissement, dans un de ces immeubles en verre qui brillent le long de l'avenue Hoche. Il gagnait bien sa vie. Il était fier de lui. Moi aussi, j'étais fière de lui. Puis il a rencontré Isabelle. Isabelle Ferrand avait 32 ans quand elle est entrée dans la vie de Clément. Lui en avait 35. Je l'ai vue pour la première fois un dimanche de novembre. Un déjeuner chez moi. J'avais préparé un gratin dauphinois et un rôti de veau. Parce que Clément m'avait dit qu'elle aimait la cuisine traditionnelle. Elle est arrivée avec lui, un bouquet de fleurs blanches à la main, avec un sourire qui n'allait pas tout à fait jusqu'aux yeux. Elle a dit « enchantée », Madame Maillard, d'une voix douce et plate, et elle a posé les fleurs sur le buffet sans demander de vase. Ce n'était pas grand-chose, vraiment rien. Mais j'ai senti quelque chose, pas de la jalousie, pas du rejet instinctif de belle-mère, quelque chose de plus précis. Quelque chose qui ressemblait à une légère discordance, comme une note fausse dans une mélodie familière. J'ai mis ça de côté. J'ai souri. J'ai servi le vin. Au déjeuner, Isabelle a parlé peu. Mais quand elle parlait, chaque phrase recadrait quelque chose. Clément mentionnait ses années à Lyon. Et elle ajoutait, bien sûr, « Mais maintenant, tu es à Paris. Ça n'a plus vraiment d'importance, non ?» Il évoquait un souvenir d'enfance avec moi et elle regardait son téléphone. Quand j'ai demandé dans quelle ville elle avait grandi, elle a répondu Poitiers avec une légère grimace, comme si le nom lui laissait un goût désagréable dans la bouche. À la fin du repas, elle a dit « Le gratin était très bien, Madame Maillard. Pas très bien, Françoise. Ou merci, c'était délicieux. Le gratin était très bien, Madame Maillard. » Comme une notation d'élève. J'ai rangé la cuisine seule pendant qu'ils prenaient le café au salon. J'entendais leur voix étouffée à travers la porte. Et j'ai entendu Isabelle dire quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. Tu vois, elle est attachante, ta mère. Un peu vieille France, mais attachante, comme un petit chien. Pendant les 18 mois qui ont suivi, j'ai tout de même essayé. Je les invitais au restaurant, dans un bon bistrot de mon quartier, le comptoir du Panthéon, où je connaissais le patron depuis 20 ans. Isabelle venait parfois, et quand elle venait, elle choisissait toujours autre chose que ce qui était sur la carte, avec des demandes si spécifiques que le serveur finissait par soupirer discrètement. Elle arrivait en retard, elle repartait tôt, elle regardait son téléphone. Les réunions de famille du côté d'Isabelle
Je n'y étais jamais invitée. Clément disait « c'est compliqué, maman. Sa famille, c'est autre chose ». J'apprenais après coup qu'il y avait eu un dîner chez les parents d'Isabelle, dans leur appartement de Neuilly-sur-Seine, que ça s'était bien passé, que c'était sympa. Et moi, je n'avais pas été mentionnée. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas une femme qui réclame. Je n'ai jamais été de celles qui appellent 3 fois par semaine et qui pleurent si on ne vient pas le dimanche. J'avais ma vie, mon travail, mes collègues de l'hôpital, mon groupe de marche du mercredi, 7 femmes qui parcouraient les bois de Vincennes ensemble depuis 15 ans. Ma voisine et amie Brigitte Lemaire, avec qui je buvais un café le jeudi soir depuis que nos enfants étaient petits. Je ne demandais pas à Clément d'être tout pour moi. Je lui demandais juste d'être présent. Mais la présence se faisait de plus en plus rare. Puis les appels hebdomadaires sont devenus bi-hebdomadaires, puis mensuels. Quand on se voyait, il était différent, moins là. Il répondait à ses messages en plein milieu de nos conversations. Il abrège, il regardait sa montre. Et quand je disais quelque chose qui ne plaisait pas à Isabelle, il prenait son parti immédiatement, avec une rapidité qui ne ressemblait pas à ce que j'avais connu de lui. Un soir, lors d'un dîner dans leur appartement du 11e arrondissement, j'avais fait une remarque légère, un simple commentaire sur le fait que Clément travaillait beaucoup et qu'il faudrait peut-être qu'il prenne du repos. Isabelle avait posé sa fourchette et dit, avec le ton de quelqu'un qui explicite une règle de grammaire à un enfant, « Françoise, Clément est capable de gérer sa vie sans qu'on lui dise quoi faire. » Et Clément avait regardé sa fourchette en silence, il n'avait rien dit. « Rien. Pas j'apprécie ta préoccupation, maman. Pas elle a raison, mais tu sais que je me porte bien. Rien. » Il avait regardé sa fourchette et changé de sujet. C'est ce soir-là que j'ai su. Pas que le mariage finirait comme il a fini, mais que quelque chose s'était irrémédiablement déplacé et que la femme en face de moi avait planifié ce déplacement avec soin. Maintenant, pour que tu comprennes vraiment ce que tu regardes, il faut que je te parle d'Isabelle. Pas du personnage qu'elle montrait au monde, ni même du personnage qu'elle construisait dans la vie de Clément. Il faut que je te parle de la mécanique interne de cette femme, de ce qui explique, sans jamais excuser, comment on devient quelqu'un capable de regarder en face la mère de son futur mari et de la réduire à néant sans ciller. Isabelle Ferrand avait grandi à Poitiers, dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale où les apparences étaient une religion. Son père, comptable dans un cabinet d'expertise, et sa mère, employée à la mairie, avaient consacré leur énergie non pas à être heureux, mais à paraître respectables. La maison était toujours propre quand les voisins venaient. La voiture était changée tous les 5 ans. Pas tous les 7 comme le faisait la famille d'à côté. Les enfants étaient bien habillés, bien coiffés, bien tenus. Isabelle avait appris très tôt que l'amour dans cette maison était conditionnel. Pas cruel, non. Ses parents n'étaient pas mauvais, mais leur affection avait des critères. Elle était plus embrassée quand elle ramenait de bonnes notes. Elle était plus regardée quand elle était bien habillée pour une occasion. Elle était plus incluse dans les conversations adultes quand elle disait les bonnes choses au bon moment. Elle avait intégré cette logique avec l'efficacité d'un ordinateur qui apprend un langage. L'amour est une transaction. Tu donnes ce qu'on attend, tu reçois ce que tu veux. Tu déçois, tu perds l'accès. Cette logique, elle l'avait portée dans tous ses liens. Ses amis de lycée se souvenaient d'elle comme de quelqu'un de brillant, de drôle, de présent, mais qui disparaissait complètement quand elle n'avait plus besoin de toi. Son premier compagnon sérieux, un médecin généraliste de Bordeaux nommé Thomas, m'avait été décrit par une connaissance commune comme un homme qui avait mis des années à comprendre qu'Isabelle ne l'aimait pas. Elle avait besoin de lui comme tremplin social, comme passeport vers un monde plus élevé que celui de Poitiers. Quand il n'avait plus été utile, elle était partie. À Paris, elle avait fait la même chose à plus grande échelle. Elle avait gravité vers des milieux précis, cultivé des amitiés stratégiques, appris les codes de la bourgeoisie parisienne avec une précision de chercheuse. Elle connaissait les bons restaurants, les bons quartiers, les bons événements culturels. Elle savait quand tutoyer et quand vouvoyer. Elle savait que le bon vin se commente discrètement et non bruyamment. Elle avait construit une persona parfaite. Le problème d'Isabelle n'était pas qu'elle manquait d'intelligence, bien au contraire. Le problème était qu'elle avait une intelligence aiguisée et un espace moral vide. Elle comprenait parfaitement les émotions des autres, mais les utilisait comme information plutôt que comme réalité à respecter. Elle voyait la vulnérabilité et y voyait une porte d'entrée. Clément, lui, était quelqu'un de bien. Je le dis sans illusion de mère aveugle. Mon fils avait des qualités réelles. Il était généreux,
Il était loyal dans ses amitiés, il avait un sens de l'humour doux et intelligent. Mais il avait une faille, une seule, que j'avais peut-être contribué à créer sans le vouloir. Il avait grandi dans une famille où l'amour était inconditionnel et silencieux. Il n'avait pas appris à reconnaître l'amour conditionnel, parce qu'il ne l'avait jamais vécu. Isabelle lui était apparue comme quelqu'un d'intense, de brillant, d'exigeant dans le bon sens, quelqu'un qui le poussait à être mieux. Il avait interprété comme de l'ambition ce qui était du contrôle. Et moi, dans cette équation, j'étais un problème. J'étais attachante, comme elle avait dit, mais j'étais aussi indépendante, autonome. Je n'avais pas besoin d'elle. Je ne cherchais pas son approbation. Et les gens comme Isabelle ne savent pas quoi faire des gens qui n'ont pas besoin d'eux. Ils les éliminent. Ce n'est pas une métaphore. Pendant 2 ans, elle a travaillé méthodiquement à m'éliminer. Pas en une grande scène de rupture spectaculaire. À la française, dans les détails, dans les demi-mots, dans les suggestions douces qui s'accumulent. Elle a dit à Clément que j'étais trop présente, pas assez présente, qu'il avait besoin de couper le cordon. Elle a transformé chacune de mes tentatives d'être dans sa vie en envahissement. Elle a transformé chacun de mes silences en froideur. Elle a construit autour de lui un récit dans lequel j'étais l'obstacle, la complication, l'ombre qui empêchait leur couple de s'épanouir. Et Clément, mon fils, l'a laissé faire. C'est cela que j'ai mis le plus de temps à accepter. Pas qu'Isabelle soit ce qu'elle est. Les personnes comme elle, le monde en est plein. C'est que Clément ait regardé chaque étape de ce processus et qu'il ait choisi de ne rien dire. Ce n'était pas de la naïveté. À 35 ans, cadre dans une société de conseil, il n'était pas naïf. C'était de la lâcheté. Et quelque chose de plus sombre encore. C'était un calcul. Isabelle lui donnait une vie qu'il voulait. Un appartement dans le 11e, un réseau social brillant, l'image d'un homme accompli. Et je coûtais quelque chose dans ce tableau. Alors, il a laissé. Si tu regardes cette vidéo et que quelqu'un dans ta vie t'a fait sentir que ton amour, ton sacrifice, ta loyauté, c'est quelque chose qui se marchande, quelque chose qu'on peut effacer d'un revers de main, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que j'ai fait ensuite va te donner quelque chose à quoi t'accrocher. Like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, active la clochette parce qu'il me reste beaucoup à te raconter et la suite va te faire serrer les poings de satisfaction. L'annonce du mariage est arrivée un dimanche d'octobre. Clément et Isabelle nous ont invités, moi et ma sœur Martine, à déjeuner dans leur appartement. Isabelle avait préparé une blanquette de veau. Je me souviens de l'odeur, cette odeur de crème et de laurier qui montait jusqu'au couloir quand ils ont ouvert la porte. Un beau déjeuner, presque chaleureux. Et à la fin, Clément a sorti une bouteille de champagne et annoncé qu'il se mariait en juin. J'ai dit félicitations, j'ai embrassé mon fils, j'ai serré la main d'Isabelle. Martine avait les larmes aux yeux. C'était une bonne nouvelle. J'avais décidé que c'était une bonne nouvelle. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. Isabelle avait une vision du mariage très précise, très chère, très au-delà des moyens du couple. Donc Clément me donnait les grandes lignes sans me donner les chiffres. Une salle à Versailles, dans une propriété privée avec vue sur le parc. Un traiteur étoilé de Paris qui faisait des menus à 180 € par personne hors boisson. Une robe commandée chez une créatrice dont l'atelier était dans le Marais. 230 invités. C'est Clément qui m'a appelé un soir de novembre. « Maman, je sais que c'est beaucoup, mais Isabelle a toujours rêvé de ce type de mariage et on n'a pas tous les fonds nécessaires. Je voulais te demander si tu pouvais nous aider. Pas pour tout, tu n'as pas à faire tout ça. Juste ce que tu peux. » J'aurais dû dire non. Je le sais aujourd'hui, avec la clarté de ce qui est arrivé après. Mais à ce moment-là, j'étais encore dans l'espoir. J'espérais que ce mariage allait changer quelque chose, qu'Isabelle allait m'inclure si je participais, que Clément allait me regarder différemment si je montrais que j'étais là. J'ai fait la chose que font les mères quand elles ont peur de perdre leur enfant. J'ai sorti mon carnet de chèques. Mais, et ceci est important pour comprendre la suite, je n'ai pas sorti ce carnet à l'aveugle. 37 ans d'infirmière de nuit t'apprennent une chose fondamentale sur la nature humaine. Ne jamais te défaire d'une chose de valeur sans en avoir le reçu entre les mains. Chaque paiement que j'ai fait, chaque virement, chaque chèque, chaque acompte versé en mon nom directement au prestataire, j'en ai gardé une trace. J'ai demandé les factures, j'ai conservé les relevés bancaires, j'ai créé un dossier papier et un dossier numérique, sauvegardés en 2 endroits différents. Pas parce que je me méfiais à ce point.
plutôt parce que l'argent est l'argent, et que ma mère m'avait appris qu'une bonne femme garde ses papiers en ordre. La salle de Versailles, c'était 82 000 € pour la journée. J'ai fait un virement direct depuis mon compte Crédit Agricole vers le compte de la propriété. Le traiteur, c'était 41 400 € pour 230 personnes avec boisson. À compte de 15 000 € payés en janvier, solde à régler 15 jours avant le mariage. Le photographe, 5 800 €. La vidéaste, 3 200 €. La robe d'Isabelle, 4 600 €, payée directement à l'atelier de la créatrice rue de Bretagne. Les alliances, chez un bijoutier de la place des Victoires, 2 900 €. Les fleurs, un fleuriste de Montmartre que je connaissais depuis longtemps, 9 300 € pour les compositions, les bouquets, les décorations des tables. Le DJ et l'animation musicale, 4 000 €. La pièce montée, commandée à un pâtissier lyonnais réputé qui livrait à Paris, 2 400 €. Les faire-part imprimés en typographie, 1 200 €. Les petits cadeaux pour les invités, 1 800 €. Le transport en voiture d'époque de l'église à la salle, 3 500 €. Le coiffeur et la maquilleuse pour la mariée et ses 4 témoins, 2 000 €. Total, 218 400 €. Mon appartement du 15e arrondissement, que j'avais acheté en 1989 pour 57 000 € et qui vaut aujourd'hui 370 000 € selon la dernière estimation de l'agence du quartier, était ma retraite. Mes économies en livret A et en assurance vie, accumulées trimestre après trimestre depuis mes premiers jours à la Riboisière, représentaient ma sécurité. J'en avais pris la moitié pour ce mariage, la moitié de ma sécurité. Pour un mariage auquel je n'ai pas été invitée. Il faut que je te raconte ce vendredi soir, précisément. C'était début avril. Le mariage était prévu pour le 19 juin. Il restait 6 semaines. Clément était passé me voir, sans Isabelle, ce qui était devenu rare. Je lui avais préparé une soupe de légumes parce qu'il faisait encore froid pour la saison. Un de ces faux printemps parisiens qui te font sortir la veste légère avant de te punir avec une pluie froide à 16 heures. Il avait mangé debout, appuyé contre le comptoir de ma cuisine, ce qui m'avait semblé bizarre. Clément mange assis depuis ses 4 ans. Il avait mangé. Il avait bu son café. Il avait regardé l'heure sur son téléphone. Et puis, sans me regarder, il avait dit « Maman, Isabelle et moi, on en a beaucoup parlé. On pense que notre famille, la famille qu'on construit, sera mieux sans toi dans notre vie. Pour le mariage, c'est mieux si tu n'y viens pas. » Il n'a pas dit ça en me regardant. Il regardait son téléphone. J'ai senti quelque chose se solidifier dans ma poitrine. Pas de la douleur, de la clarté, comme quand on a longtemps regardé quelque chose de flou et qu'il suffit de changer légèrement l'angle pour que tout devienne soudainement, définitivement net. Je lui ai demandé « C'est Isabelle qui pense ça ou c'est toi ?» Il a dit « On pense la même chose. » J'ai dit « D'accord Clément, tu peux partir maintenant. » Il est parti. La porte s'est fermée. J'ai entendu ses pas dans le couloir de l'immeuble, l'ascenseur, plus rien. L'appartement sentait encore la soupe chaude et son café. J'ai regardé sa tasse vide sur la table. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le service client de mon Crédit Agricole. J'ai demandé le blocage immédiat de ma carte professionnelle principale, celle qui était liée au prélèvement automatique des prestataires du mariage, ceux dont les acomptes avaient été payés mais dont les soldes restaient à régler. J'ai expliqué que la carte avait été compromise. C'était techniquement vrai. Elle avait été compromise, juste pas de la façon que le conseiller imaginait. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai sorti le dossier mariage, celui avec tous les contrats, toutes les factures, tous les virements. J'ai passé 2 heures à relire chaque document, à comprendre précisément ce qui était payé, ce qui restait à payer, à quel nom les contrats étaient établis, quelles étaient les clauses de désistement. Ce que j'ai trouvé m'a donné un calme absolu. Plusieurs des contrats avaient été établis à mon nom directement, parce que c'est moi qui avais payé et c'est moi qui avais signé. La salle de Versailles, le traiteur, le fleuriste, le pâtissier lyonnais, tous à mon nom, tous avec mes coordonnées bancaires, tous avec des clauses qui précisaient que tout litige concernant le paiement serait traité avec le signataire, c'est-à-dire moi. Les soldes restants ne pouvaient pas être réclamés à quelqu'un qui n'avait pas signé. Clément et Isabelle n'avaient signé directement que 3 contrats, le photographe, le DJ et la vidéaste. Ces prestataires avaient été réglés intégralement par virement, il n'y avait pas de solde restant. Pour tout le reste, le solde restant ne serait exigible qu'auprès de moi.
Et si je ne payais pas, ou si je me rétractais, c'est moi qui subirais les pénalités, pas eux. Sauf que les pénalités de rétractation, elles aussi m'incombaient à moi. Le traiteur, par exemple, avait une clause. Toute annulation à moins de 90 jours entraînait une retenue de l'acompte et une indemnité complémentaire de 30% du solde restant. J'avais payé 15 000 € d'acompte. Le solde était de 26 400 €. 30% de pénalité sur le solde, c'était 7 920 € que je perdais. J'ai fait tous les calculs cette nuit-là. J'ai sorti un papier. J'ai tout écrit. Ce que je perdais si j'annulais. Ce que Clément et Isabelle allaient devoir payer s'ils voulaient continuer le mariage sans moi. Ce que je récupérais dans tous les cas. Ce qu'il adviendrait de chaque contrat. Le résultat était clair. Si j'annulais mes engagements, je perdais environ 30 000 € en pénalité. Mais les prestataires n'avaient aucune obligation légale de continuer à servir un mariage dont le financeur principal s'était retiré, à moins que Clément et Isabelle ne reprennent les contrats à leur nom et prouvent leur solvabilité. La salle de Versailles, à elle seule, avait un solde restant de 48 000 € à régler avant le 15 mai. Le traiteur avait un solde de 26 400 €. Le fleuriste avait un solde de 7 200 €. Le pâtissier lyonnais attendait le règlement complet de 2 400 €. Les faire-part restaient à une partie à imprimer, 350 € de solde. Total des soldes restants à la charge de Clément et Isabelle s'ils voulaient conserver le mariage. 137 000 € à payer dans les 6 semaines suivantes. J'ai dormi cette nuit-là, profondément, pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, samedi, je me suis levée à 7 heures. Je suis allée chercher ma baguette à la boulangerie du bas de ma rue, où je vais depuis 20 ans, et où le boulanger, Monsieur Hénon, m'appelle toujours Françoise, et garde toujours un pain de campagne au levain de côté pour moi le samedi. J'ai pris mon café, ma tartine avec du beurre de Normandie et de la confiture d'abricot que j'avais faite moi-même cet été. J'ai regardé la rue s'éveiller par ma fenêtre, les pigeons sur le rebord d'en face, un homme qui promenait son chien sous la pluie fine, un taxi qui passait, Paris, ordinaire et parfait. Puis j'ai appelé maître Sophie Aubert, avocate spécialisée en droit de la famille et droit des contrats, dont une collègue infirmière m'avait donné le nom 2 ans auparavant dans un contexte différent et dont j'avais gardé la carte. Son cabinet était dans le 9e arrondissement, rue Drouot. Elle m'a proposé un rendez-vous pour le lundi suivant à 9h30. Entre ce samedi et le lundi, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai rédigé une lettre formelle à chacun des prestataires dont j'avais signé les contrats, expliquant que j'étais la personne signataire et payeuse, que des modifications dans l'organisation de l'événement rendaient nécessaire une clarification contractuelle, et que je les contacterais dans les jours suivants. Je les ai envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception. Deuxièmement, j'ai constitué le dossier complet de tous les paiements effectués, avec les relevés bancaires correspondants et les confirmations de virement. Troisièmement, j'ai noté dans un carnet les dates et les contenus exacts des conversations importantes que j'avais eues avec Clément concernant le financement du mariage, en commençant par l'appel de novembre où il m'avait demandé de l'aide jusqu'au vendredi soir. Maître Aubert m'a reçu dans son bureau le lundi matin. Son bureau donnait sur une cour intérieure et sentait le café et le papier imprimé, ce parfum particulier des cabinets d'avocats sérieux. Elle m'a écouté pendant 1 heure sans m'interrompre, en prenant des notes dans un bloc vert. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle a dit « Vous avez les preuves de tous ces paiements ?» J'ai posé mon dossier sur son bureau. Elle l'a ouvert, elle a parcouru les premiers documents et elle a eu un léger sourire. Elle a dit « Françoise, vous êtes venue au bon endroit au bon moment. » Maître Aubert m'a expliqué la situation juridique avec précision. J'avais payé des sommes importantes pour un événement dont je venais d'être exclu par les bénéficiaires. Ces sommes constituaient un enrichissement sans cause au bénéfice de Clément et d'Isabelle si le mariage avait lieu sans ma participation. De plus, Clément m'avait explicitement sollicité en me demandant de contribuer, ce qui créait une relation juridique documentable. Elle a évoqué l'action de in rem verso, le principe de l'enrichissement injustifié codifié dans les articles 1303 et suivants du Code civil français, la possibilité d'une action en remboursement. Mais surtout, elle m'a donné un conseil immédiat et simple. Avant toute action judiciaire, j'avais le droit de contacter chacun des prestataires dont j'étais signataire et de leur notifier que je me retirais des contrats, les laissant face à Clément et Isabelle pour la reprise éventuelle.
Elle a rédigé avec moi une lettre type, formelle, sans agression, factuelle. Je suis la signataire du contrat numéro tel en date du tel, concernant la prestation prévue pour le 19 juin. Je vous informe de ma décision de ne pas poursuivre mon engagement. Je vous invite à prendre contact directement avec M. Clément Maillard, qui demeure l'organisateur de l'événement. Simple, légal, dévastateur. J'ai envoyé les lettres le mercredi. Par recommandé avec accusé de réception, bien sûr. Je n'ai pas prévenu Clément. J'ai attendu. Il m'a fallu exactement 11 jours. 11 jours de silence, pendant lesquels j'ai continué ma vie normalement. J'ai rejoint le groupe de marche du mercredi à Vincennes. J'ai pris le café avec Brigitte. J'ai fait mes courses au marché de la Convention, où le fromager me garde toujours un comté de 18 mois de la ferme qu'il connaît en Franche-Comté. J'ai cuit un poulet rôti un dimanche, juste pour moi, avec du thym frais et des pommes de terre sarladaises, et je l'ai mangé en lisant un roman de Duras que j'avais acheté bouquiniste il y a 15 ans et jamais commencé. 11 jours de ma vie. Puis mon téléphone a sonné. Clément. Je ne suis pas certaine qu'il ait jamais utilisé le mot « maman » dans cette conversation. Sa voix avait une qualité que je ne lui connaissais pas. Une sorte de panique froide, comme quelqu'un qui a couru longtemps et commence à réaliser que la route ne finit pas. Il a dit que la salle à Versailles avait appelé, que le traiteur avait appelé, que le fleuriste avait appelé, qu'ils réclamaient tous la suite des paiements ou la reprise formelle des contrats à leur nom dans les 48 heures, faute de quoi les prestatations seraient annulées et les acomptes perdus en application des clauses pénales. Il a dit « Tu n'avais pas payé tout ça ?» J'ai attendu un moment avant de répondre. Puis j'ai dit « Oui, Clément, j'avais payé tout ça. » Il y a eu un silence. Un silence très particulier, le genre de silence qui contient une personne en train de mesurer pour la première fois les vraies dimensions d'une chose qu'elle avait refusé de voir. Il a dit « Maman », j'ai dit « Je t'ai entendu la semaine dernière, Clément. Tu m'as dit que ta famille serait mieux sans moi. J'ai respecté ça. J'ai fait ce qui était juste de faire avec les contrats que j'avais signés en mon nom. » Il a dit « Mais le mariage, on ne peut pas payer tout ça. » J'ai dit « Je sais. Et je suis sincèrement désolée pour toi. Mais je ne vois pas en quoi c'est mon problème désormais. » Et j'ai raccroché. Doucement. Pas en claquant, pas en criant. J'ai posé le téléphone sur la table de ma cuisine, à côté de la tasse de café que je venais de me préparer, et j'ai regardé la lumière de cet après-midi d'avril qui entrait par la fenêtre. Cette lumière dorée et oblique de fin d'après-midi à Paris qui ne ressemble à aucune autre lumière au monde. Et j'ai pensé que c'était une belle lumière pour un nouveau commencement. Il a rappelé 12 fois dans les 2 heures suivantes. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé des messages. Longs, d'abord surpris, puis apeurés, puis presque agressifs dans leur incompréhension. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ? Et puis, révélateur dans sa formulation, on va tout perdre à cause de toi, à cause de moi. Non pas à cause de lui, qui avait demandé à sa mère de financer un mariage à 218 000 €. Non pas à cause d'Isabelle, qui avait orchestré l'exclusion de cette même mère 6 semaines avant l'événement. À cause de moi, qui avait simplement cessé de payer pour une fête à laquelle j'étais interdite. J'ai lu ces messages, assis dans mon fauteuil du salon, avec le calme de quelqu'un qui a depuis longtemps décidé dans quel sens souffle le vent. Isabelle a appelé le lendemain matin. C'était la première fois depuis des mois qu'elle m'appelait directement. Elle m'a tutoyée pour la première fois. Elle a dit Françoise sur le ton de quelqu'un qui commence à négocier. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu, que Clément avait parfois du mal à s'exprimer clairement, que ce qu'il avait voulu dire n'était pas ce qu'il avait dit, que bien sûr j'étais invitée, que bien sûr ma place était là, que tout ça était une confusion regrettable. J'ai laissé un silence s'installer, un long silence, le genre de silence que les infirmières apprennent après des années de nuit, le silence qui dit que tu écoutes, que tu observes, que tu n'es pas pressé. Puis j'ai dit « Isabelle, je vais te répéter exactement ce que Clément m'a dit vendredi soir dernier. Il m'a dit que votre famille, la famille que vous construisez, serait mieux sans moi dans votre vie. Il m'a demandé de ne pas venir au mariage. Je l'ai respecté. Je me suis retirée des engagements financiers que j'avais contractés en mon nom. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. » Elle a dit « Mais les contrats, les fournisseurs, le mariage. » J'ai dit « Ça, c'est votre mariage. Ce n'est plus mon mariage depuis vendredi soir. » Elle a raccroché sans dire au revoir. J'entendais dans la façon dont elle avait dit les fournisseurs le mot qui lui coûtait le plus. La réalité de ce que ça allait coûter de tout reprendre ou de tout annuler et ce que cela voulait dire pour le mariage de rêve planifié depuis 18 mois.
Si tu es là, si tu continues à regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi tu as quelque chose coincé dans la poitrine depuis trop longtemps. Quelque chose que tu appelles amour, mais qui ressemble de plus en plus à une obligation sans retour. Si c'est le cas, reste avec moi, parce que je n'en suis pas encore à la fin. Dans les jours qui ont suivi, Maître Aubert m'a guidé sur la suite. J'avais deux options distinctes. La première était de laisser les choses se régler entre Clément, Isabelle et les prestataires sans autre intervention de ma part, en perdant les acomptes, mais en n'ayant plus aucune obligation. La deuxième était d'engager une action en remboursement des sommes versées, fondée sur l'article 1303 du Code civil, l'enrichissement injustifié, en argumentant que j'avais financé un événement dont j'avais été explicitement exclu par les bénéficiaires. Maître Aubert a été direct avec moi. L'action en remboursement était fondée, mais longue. Elle nécessiterait de prouver que la somme versée avait bien causé un appauvrissement de ma part au bénéfice de Clément, ce qui était documentable, et que cet appauvrissement n'était pas justifié par une cause légale, ce que le fait d'avoir été explicitement exclu du mariage renforçait considérablement. Elle ne m'a pas promis le remboursement total. Elle m'a dit que c'était une action sérieuse avec de bonnes chances de succès partiel au minimum. J'ai dit oui. Pas par vengeance, ou pas seulement, par principe. Les choses ont un nom dans la vie, et quand quelqu'un prend ce qui t'appartient, la loi française a prévu des recours précis pour ça. Mais entre-temps, il y avait aussi la question des acomptes. Certains prestataires, en apprenant que la signataire se retirait, ont proposé de négocier. La salle de Versailles, dont la gérante était une femme pragmatique nommée Madame Perrin, m'a appelé personnellement pour comprendre la situation. Quand je lui ai expliqué très sobrement que j'avais financé un mariage dont j'avais été exclu par les futurs mariés, il y a eu un silence de son côté. Puis elle a dit « Je comprends, Madame Maillard ». Elle a accepté de me rembourser 60% de mon acompte en considération des circonstances, à condition de signer une résiliation amiable du contrat. J'ai accepté. Le fleuriste de Montmartre, Michel, qui me connaissait depuis 20 ans pour avoir décoré ma salle lors de la retraite de mon mari, a fait pareil. Il m'a remboursé intégralement mon acompte, il a dit simplement que c'était juste et qu'il était désolé pour ce qui m'arrivait. Le traiteur a appliqué ses clauses pénales strictement. J'ai perdu l'acompte de 15 000 € plus une partie des pénalités. Maître Aubert a inclus ce montant dans l'action en remboursement contre Clément. Au total, entre les remboursements partiels obtenus et les sommes récupérées via mes instruments bancaires, j'ai récupéré environ 75% de ce que j'avais dépensé. Le reste est l'objet de la procédure encore en cours devant le tribunal judiciaire de Paris. Ce que je n'avais pas prévu, c'est ce qui s'est passé du côté de Clément et Isabelle. Ils ont essayé de sauver le mariage. J'ai appris cela ensuite, par ma sœur Martine, qui gardait encore des contacts avec Clément. Ils ont passé 2 semaines à tenter de reprendre les contrats à leur nom, à trouver des financements, à négocier avec les prestataires. Les parents d'Isabelle, les Ferrand de Neuilly, ont été sollicités. Le père d'Isabelle, que j'imagine avoir découvert pour la première fois l'ampleur de ce qui avait été planifié sans lui, a prêté une somme significative. Le traiteur a accepté une formule réduite, moins de convives, menu simplifié. La salle de Versailles a été annulée, remplacée par une salle communale dans une mairie du Val-de-Marne qu'ils ont réussi à réserver en urgence. La robe d'Isabelle a été conservée parce qu'elle était intégralement payée. Les fleurs, le pâtissier, non. Le mariage a eu lieu en juin. Pas à Versailles, pas avec 230 invités, pas avec le traiteur étoilé, ni la pièce montée de Lyon, ni le photographe de renom. Je ne sais pas ce que ça a donné exactement. Je n'y étais pas. Je n'ai pas cherché à savoir. Le même soir du 19 juin, pendant que mon fils se mariait dans une salle de mairie du Val-de-Marne, j'étais à Lyon chez ma sœur Martine. Nous avions cuisiné ensemble tout l'après-midi dans sa grande cuisine lumineuse du quartier de la Croix-Rousse, qui sentait le thym, la lavande et les tomates qui avaient cuit longtemps. Nous avions fait un poulet basquaise, une salade de tomates du jardin, un gâteau aux noix que notre mère faisait le dimanche. Nous avions bu une bonne bouteille de Saint-Joseph que Martine gardait pour les occasions. Et nous avions parlé jusqu'à minuit, comme on ne s'était pas parlé depuis des années. C'était le meilleur 19 juin de ma vie récente. Ce que j'ai dit à Martine ce soir-là, je veux te le dire aussi. J'ai dit, la pire chose n'est pas qu'il m'ait exclu. La pire chose est qu'il ait pensé que ça ne coûterait rien. Que 29 ans de tout donner, ça s'efface en 30 secondes dans une cuisine. Que l'amour d'une mère est une ressource inépuisable et gratuite, qu'on peut exploiter sans conséquence.
Et la chose que j'ai faite, la seule chose que j'ai faite, c'est lui montrer que non, que même l'amour d'une mère a une réalité, et que quand on piétine cette réalité, elle cesse d'être disponible. Martine a dit « Tu aurais pu lui pardonner ». J'ai dit « Je pourrais ». Mais pardonner ne veut pas dire oublier ce qu'il a choisi. Et pardonner ne veut pas dire que les choses reviennent comme avant. Elles ne reviennent jamais comme avant, Martine. Elles ne peuvent pas. Maintenant, je vais te parler de ce qui s'est passé dans les mois suivants. Pas parce que j'aime remuer les choses, mais parce que la justice, la vraie, elle a plusieurs actes. Dans les semaines après le mariage, Clément a essayé de me contacter plusieurs fois. Les premiers messages avaient encore cette tonalité de reproche mélangée de demande. Un mélange caractéristique de quelqu'un qui n'a pas encore décidé s'il était la victime ou le coupable. Il a écrit des choses comme « Tu as gâché le plus beau jour de notre vie », comme si le beau jour en question n'avait pas commencé par son choix à lui. J'ai répondu à ces messages une fois, une seule. J'ai pris le temps d'écrire une réponse claire, sans agression, sans larmes, sans portes ouvertes. Je lui ai dit « Clément, tu m'as dit que ta famille serait mieux sans moi. J'ai respecté cette décision. J'ai agi en conséquence sur les plans sur lesquels j'étais engagée. Ce que tu vis maintenant est le résultat de tes propres choix. Je ne suis pas disponible pour en discuter davantage. Si tu as des questions de nature juridique concernant les montants que j'ai versés et que je sollicite en remboursement, mon avocate est à ta disposition. » Je n'ai plus répondu après ça. La procédure devant le tribunal judiciaire de Paris a suivi son cours. Maître Aubert a déposé la requête en mars de l'année suivante. Le fond de l'affaire était simple dans sa structure. J'avais appauvri mon patrimoine d'une somme documentée au bénéfice de Clément et Isabelle, et cet appauvrissement n'avait pas de cause valable dès lors que j'avais été explicitement exclu de l'événement financé. Les relevés bancaires, les virements, les contrats signés à mon nom, les lettres recommandées envoyées aux prestataires, les messages de Clément dans lesquels il reconnaissait implicitement que j'avais payé et dans lesquels il demandait ma participation financière, tout constituait un dossier solide. L'avocat de Clément et Isabelle a tenté plusieurs lignes de défense. Il a argué que j'avais fait ces paiements librement, comme un gift, un don d'une mère à son fils. Maître Aubert a répondu que les donations familiales, pour être valables et irrévocables, doivent respecter les formes légales prévues par le Code civil, notamment la forme notariée pour les donations importantes, et que rien de tel n'avait été constitué. Il a argué que mon retrait des contrats avait causé le préjudice que je reprochais à Clément. Maître Aubert a répondu que mon retrait était la conséquence directe de l'exclusion formelle dont j'avais fait l'objet, et a versé au dossier le message que Clément m'avait envoyé en réaction à mon coup de fil du premier soir, dans lequel il reconnaissait explicitement que j'avais payé, et dans lequel il ne contestait pas mon exclusion mais seulement ses conséquences financières. Le juge du tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision en octobre. Condamnation de Clément Maillard au remboursement de 147 000 € à Françoise Maillard, avec intérêt au taux légal. Prise en compte du fait qu'Isabelle Ferrand, désormais Isabelle Maillard, n'était pas directe partie à la plupart des contrats, mais condamnation solidaire pour la part des dépenses directement liées aux préparatifs de mariage la concernant expressément. 147 000 €, pas 118 000. Parce que les intérêts courent depuis la date des paiements originaux. Je n'ai pas pleuré en recevant la nouvelle par téléphone de Maître Aubert. J'ai dit « Merci Sophie », sincèrement. Et j'ai posé le téléphone. Et je suis allée faire mon café. Il faut maintenant que je te parle d'Isabelle et de ce qui lui est arrivé en dehors de la condamnation solidaire. Parce que cette histoire n'est pas seulement juridique. Elle est aussi sociale, dans le sens le plus concret du terme. Quand l'affaire a commencé à être connue dans leur cercle et dans celui des Ferrand de Neuilly, parce que ces choses finissent toujours par se savoir dans les réseaux resserrés, la position d'Isabelle est devenue compliquée. Ses parents avaient prêté de l'argent pour sauver un mariage à moitié défait. Ce n'était pas la version que leur fille leur avait vendue. La version qu'elle leur avait vendue, je l'imagine, était une version où j'étais la mère hystérique, la belle-mère impossible, la femme qui avait tout sabordé par caprice. Mais les lettres recommandées que j'avais envoyées aux prestataires, lesquelles précisaient que j'avais été explicitement informée de mon exclusion du mariage, avaient été versées au dossier judiciaire. Et le dossier judiciaire, dans sa version résumée, avait circulé. Les gens lisent, les gens parlent. Le père d'Isabelle, que j'imagine homme de la petite bourgeoisie poitevine attachée aux convenances, n'avait pas apprécié d'apprendre la vraie chronologie.
Dans la société de conseil de Clément, plusieurs collègues avaient aussi entendu des versions de l'histoire. Dans le monde des cadres parisiens du conseil en management, la réputation est une monnaie. Un homme qui a laissé sa femme exclure sa mère d'un mariage qu'elle avait entièrement financé et qui se retrouve ensuite condamné par le tribunal judiciaire au remboursement de 147 000 €, c'est un homme dont l'image a changé. Pas spectaculairement, pas irrémédiablement peut-être, mais durablement. Et Isabelle, dont le charme fonctionnait sur l'image d'une femme brillante et bien entourée, a senti ce réseau se refroidir autour d'elle. Ce n'est pas moi qui le lui ai fait. Ce sont ses propres choix, revenus frapper à sa porte avec la précision d'un boomerang bien lancé. La procédure de recouvrement de la condamnation est en cours. Clément et Isabelle ont mis leur appartement du 11e arrondissement en vente pour faire face au jugement. Ce n'est pas moi qui le leur ai demandé. C'est le résultat naturel de l'arithmétique qu'ils avaient refusé de voir. Pendant tout ce temps, Clément m'a encore contacté quelques fois. Les derniers messages avaient changé de tonalité. Plus de reproches, plus d'agressions. Quelque chose de plus difficile à lire. Quelque chose qui ressemblait à ce qu'il aurait dû me dire beaucoup plus tôt et que le fait de dire maintenant ne pouvait pas défaire. Je ne lui ai pas répondu. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je l'aime. Il est mon fils. Et cet amour ne dépend pas de ce qu'il a fait. Mais l'amour n'est pas une obligation d'être disponible pour quelqu'un qui a choisi de te traiter comme si tu ne comptais pas. Je l'aime comme on peut aimer quelqu'un qu'on a connu intimement et qu'on ne reconnaît plus tout à fait, avec de la tristesse tranquille et sans attente. Il a 37 ans maintenant. Il est adulte. Il a fait ses choix. Il vivra avec. Et moi, pendant tout ce temps, pendant la procédure, pendant les condamnations, pendant les remboursements partiels obtenus et ceux encore à venir, pendant tout ça, ma vie a continué. Pas comme avant, mieux. J'ai pris 6 semaines en Bretagne l'été suivant. Pas à Versailles, pas dans une salle de fête avec 230 personnes. Dans une petite maison de granit à Locronan, louée pour pas grand-chose, avec une vue sur les champs qui descendent vers la mer et le bruit des vaches le matin. J'ai marché tous les jours sur les chemins côtiers, dans le vent qui sent l'iode et la lande mouillée, avec des chaussures solides et un imperméable de bonne qualité. J'ai mangé du homard et du quignaman dans une crêperie du bourg où la patronne connaissait les noms de ses clients. J'ai lu 7 romans. J'ai dormi 10 heures par nuit. Ce n'était pas une fuite, c'était un retour. À Paris, j'ai repris des choses que j'avais laissées sans m'en rendre compte. Mon groupe de marche du mercredi, qui m'avait manqué. Un cours de peinture aquarelle dans un atelier du quartier du Temple, animé par une Bretonne de 60 ans nommée Sylvie, qui avait une façon de regarder les nuages, qui m'apprenait à regarder les nuages aussi. Les sorties au cinéma avec Brigitte, ma voisine, qui était toujours là et qui avait toujours du café Lavazza et les mots qu'il fallait au bon moment. Les dîners chez Martine à Lyon, qui sont devenus plus fréquents et pendant lesquels nous parlons de tout, sauf de Clément, parce que nous avons conclu sans le dire explicitement que ma vie mérite mieux que d'être définie par lui. Je veux te dire quelque chose sur la retraite. 37 ans à Lariboisière, 180 trimestres de cotisation. Ma pension de retraite s'élève à 1 840 € net par mois, plus la mutuelle complémentaire. Mon appartement du 15e est payé depuis 19 ans. Je n'ai pas de dette. J'ai un livret A, une assurance vie avec des bénéficiaires que j'ai choisis moi-même et la condamnation en cours de remboursement qui va restituer à mon patrimoine une partie de ce que j'avais mis dans ce mariage. Je suis plus libre financièrement aujourd'hui que je ne l'ai été depuis des années. Pas parce que j'ai hérité, pas parce que j'ai gagné à la loterie. Parce que j'ai arrêté de dépenser mon argent pour acheter la bienveillance de quelqu'un qui me l'avait retiré. Et je veux dire ça clairement, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de ce que je te raconte. Ce n'était pas de l'argent. Enfin, si, c'était de l'argent. 218 000 €, c'est réel. Mais ce que ces 218 000 € représentaient, c'était ma façon de croire que si je donnais assez, si je contribuais assez, si j'étais assez utile, j'allais mériter une place dans la vie de mon fils. Et cette croyance-là était fausse. Elle a toujours été fausse. L'amour qui se paie n'est pas de l'amour. C'est un loyer. J'ai arrêté de payer le loyer. Il m'arrive encore de penser à Clément, pas avec rage. Avec cette étrange douceur qui vient quand on a pleuré tout ce qu'on avait à pleurer sur quelque chose et qu'il n'en reste plus que la forme tranquille. Je pense à lui à 8 ans et demi, la semaine après la mort de Jean-Pierre, quand il venait me rejoindre dans mon lit à 3 heures du matin sans rien dire
et s'endormait contre moi, chaud et lourd comme il l'avait été bébé. Je pense à lui à 16 ans, quand il avait eu son premier chagrin amoureux et qu'il avait pleuré dans la cuisine pendant 1 heure pendant que je lui faisais du chocolat chaud. Je pense à lui à 24 ans, la première nuit dans son premier appartement d'étudiant, quand il avait appelé depuis Bordeaux pour dire que ça allait, mais que sa voix disait autre chose. Je n'aime pas moins ces souvenirs. Je ne les renie pas. Mais je sais maintenant qu'ils ne m'obligent à rien dans le présent. Le passé n'est pas une dette que tu dois payer indéfiniment à quelqu'un qui a décidé que ta présence n'avait pas de valeur. Il ne m'appelle plus. Je ne sais pas si c'est lui qui a décidé ou Isabelle. Honnêtement, ça ne change plus rien. Ce que je sais, c'est que ce vendredi soir d'avril, debout dans ma cuisine, quand il a dit « Notre famille sera mieux sans toi », j'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu supplier. J'aurais pu passer les 6 semaines suivantes à le supplier, à promettre d'être différente, à m'excuser d'exister. J'aurais pu payer les 137 000 € restants et aller au mariage sur la pointe des pieds, reconnaissante d'avoir été tolérée. Au lieu de ça, j'ai attendu qu'il parte. J'ai posé ma tasse. J'ai pris mon téléphone et j'ai annulé ma carte. Ce moment précis où j'ai choisi de me traiter avec le même respect que je souhaitais qu'on me traite, c'est le moment dont je suis la plus fière de toute mon existence. Pas de mes 37 ans d'hôpital, pas des nuits de garde, pas des sacrifices. Ce moment dans la cuisine, la tasse de café, le téléphone, l'annulation. Parce que c'est là que j'ai arrêté de me mentir. Si cette histoire t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose que tu portais depuis longtemps, sans savoir comment le nommer, j'ai besoin que tu me le dises en commentaire. Dis-moi d'où tu regardes. Que ce soit Paris ou Lyon ou Marseille ou Bruxelles ou Montréal ou n'importe où les gens comprennent ce que ça fait de donner sans que jamais ça suffise. Dis-moi si toi aussi tu as été confronté à ce moment où il a fallu choisir entre te préserver et faire plaisir à quelqu'un qui ne t'en était plus reconnaissant. Like cette vidéo, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, active la clochette parce que les histoires qui vont suivre sont du même acabit, vraies et sans concession. Mais avant que tu partes, je veux te dire une dernière chose. En France, les droits des personnes âgées, les droits des femmes qui ont cotisé, travaillé, contribué pendant des décennies, ces droits ne sont pas des abstractions polies gravées dans un texte de loi que personne ne lit. Ce sont des outils réels, utilisables, qui fonctionnent quand on s'en saisit. L'enrichissement injustifié, c'est un article du Code civil. Les lettres recommandées avec accusé de réception, c'est un recours qui coûte quelques euros à la poste et qui crée une preuve légale. Maître Aubert, c'était une avocate dont les honoraires ont été couverts par mon assurance protection juridique que j'avais depuis 20 ans sans jamais avoir eu à m'en servir. Le système est là. Les outils sont là. La question est de savoir si tu vas les chercher. J'avais 66 ans quand j'ai annulé cette carte. J'en ai 67 aujourd'hui. Et je vais au marché de la Convention le mardi et le vendredi. Et je peins des aquarelles médiocres mais joyeuses le jeudi soir dans l'atelier de Sylvie. Et je marche 10 km le mercredi à Vincennes avec des femmes qui me font rire. Et je mange le comté de 18 mois affiné en Franche-Comté le samedi avec une baguette bien cuite. Je ne suis pas une femme qui a pardonné et qui s'en est allé le cœur léger. Je suis une femme qui a décidé que la légèreté, elle ne la devait à personne d'autre qu'à elle-même. Et que construire une vie dans laquelle on se respecte, c'est le seul projet qui mérite vraiment qu'on y mette de l'argent. Le printemps arrive. Les marronniers du boulevard de Grenelle commencent à bourdonner comme ils le font chaque année. Ce matin, en allant chercher mon pain chez Monsieur Hénon, j'ai senti cette odeur particulière de la ville qui se réveille, ce mélange de terre mouillée, de café, de gasoil et de fleurs qui n'existe qu'au printemps parisien. J'ai marché lentement. J'avais tout mon temps. J'ai toujours tout mon temps. Maintenant. Si toi aussi tu en es à cet endroit où tu dois choisir entre subir et agir, sache que tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui te font du mal pour t'en aller. Tu n'as pas besoin de leur pardon pour te libérer. Et tu n'as certainement pas besoin de continuer à financer ce qui te détruit. Les lois françaises ont un nom pour ce qu'ils ont fait, et un recours pour ce que j'ai subi. Et ce recours, je l'ai exercé, complètement, sans m'excuser. C'est tout ce qu'il te faut savoir sur comment je vais. À la semaine prochaine. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ce vendredi soir dans la cuisine ?